Rencontre avec Nathalie Lefebvre, l'émission consacrée à la découverte de personnalités inspirantes. Bonjour mes très chers auditeurs, je suis absolument ravie de vous retrouver en direct pour une nouvelle émission Rencontre. Il est pile 10h30 et nous allons nous régaler pendant près d'une demi-heure à poser des questions à une femme exceptionnelle que j'ai le grand plaisir de retrouver puisque c'est notre deuxième rencontre et je pense c'est loin d'être la dernière. Un grand bonjour ce matin à Pascale Piquet. Bonjour ma très chère Pascale, comment vas-tu ? Bonjour Nathalie, un beau bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc je suis une petite nouvelle sur cette onde et puis c'est avec plaisir que je vais passer quelques minutes avec vous. Alors je pense qu'il va falloir qu'on t'abonne à cette onde en effet, que tu viennes régulièrement. Alors tu nous viens directement du Canada, oui. Puisque tu es née en France mais tu t'es installée dans ce beau pays qui est le Canada et tu es de passage en France à l'occasion du Salon du Livre. Alors pour expliquer aux auditeurs, tu es l'auteur de différents ouvrages dont un best-seller, Le syndrome de Tarzan, sur le mal du siècle, la dépendance affective. Je pense qu'on va démarrer par dire quelques mots sur cette dépendance justement qui est selon toi la mère de toutes les dépendances. Effectivement. Mais tu es venu présenter également ton deuxième ouvrage, c'est Gagner au jeu des échecs amoureux. En fait, c'est le troisième, parce que le deuxième, c'est Séduire pour une nuit ou Charmer pour la vie. On choisira, ça dépend de l'objectif. Si vous voulez une one night, comme on dit, c'est séduire. Si vous voulez l'homme ou la femme de votre vie, je vous conseille plutôt de charmer. Et surtout, le sexe, c'est la dernière chose qui doit rentrer en ligne de compte. Donc ça, c'était pour séduire ou charmer. Et effectivement, je suis venue présenter Gagner au jeu des échecs amoureux, qui explique la stratégie pour choisir la bonne personne, parce que ce n'est pas un jeu de hasard. C'est bien une stratégie. Voilà, sûrement qui part avant tout de notre dynamique intérieure. On s'est retrouvé sur beaucoup de points, notamment celui du mariage que l'on peut vivre avec soi-même. Oui. Ça, c'est une notion qui te parle énormément. Alors, quelques mots sur ton parcours et sur la dépendance affective. Tu t'es confié à l'occasion de notre rencontre, justement, sur cette dépendance qui a pu te suivre pendant quelques années dans ta vie. Est-ce que tu pourrais ouvrir ton cœur aux auditeurs aujourd'hui et leur expliquer en quoi la dépendance affective a été une véritable opportunité d'évolution, on va dire ? Tu sais, Nathalie, j'ai plus grand-chose à cacher. J'ai tout écrit dans le syndrome de Tarzan. En fait, en 2001, j'arrive au Québec. Je crois que je suis arrivée en terre promise. J'étais à Paris avant ça. Et toute ma vie est détruite là-bas. Donc je me retrouve, j'arrive en mars, je me retrouve en février 2002, à genoux par terre. Et c'est pas une métaphore. Je suis pliée en deux. Je peux plus respirer. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je suis une dure à cuire. J'ai été une des premières femmes jockey en France. Donc, pour moi, il faut avoir une maladie ou un accident pour être dans cet état-là. Je n'ai eu ni l'un ni l'autre. Mais le bilan est le suivant. Je n'ai plus de travail. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de conjoint. Le premier m'a trompé pendant ma grossesse et le deuxième est sorti entre deux policiers de la maison parce que on vivait de la violence conjugale, mais je dois t'avouer, Nathalie, que c'est moi qui les attaquais. Donc, la seule chose que mes conjoints me rendaient, c'était les coups, n'est-ce pas ? Donc, on faisait des matchs de boxe très, très équilibrés, on va dire. Donc, je n'ai plus de travail, plus d'argent, plus d'amis. Je n'ai personne sur place pour me soutenir. Mon conjoint part entre deux policiers. Je suis dans un pays que je ne connais pas. J'ai absolument aucun soutien. Et j'ai des dettes par-dessus la tête et une petite fille de 7 ans. Donc là, du chaos jaillit la lumière, la reconstruction commence. C'est-à-dire que je me reconstruis petit à petit, je reprends des études et c'est de là que naît le syndrome de Tarzan. Donc après 4 ans d'études en PNL, programmation neurolinguistique, shiatsu, décodage biologique et hypnose, eh bien, je me mets à écrire d'un seul coup un livre. Ça vient de nulle part parce que je n'avais pas de talent particulier avant ça. Je découvre que j'en ai un et le syndrome de Tarzan sort. Donc je raconte ma vie en dépendance affective. La dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime généré par une carence dans l'enfance. Manque de reconnaissance, affection et protection. Ce vide affectif, et c'est amusant, Nathalie, tu l'as constaté, tous les êtres humains, quand ils sont en carence affective, ressentent ce vide. Ça fédère tout le monde. Donc ce vide, on va le remplir par toutes sortes de compulsions. Donc la drogue, l'alcool, le sexe, le jeu, le travail, nomme-les, toutes les compulsions, et aussi par une autre personne, et ou par une autre personne. Il y a des gens qui vont rester juste compulsifs et tellement broyés par une relation ou par plusieurs relations, ne veulent plus du tout entrer en relation. Mais ils vont se moquer de toi parce que tu es dans une mauvaise relation avec un homme qui te trompe ou une femme qui te trompe, peu importe. Mais eux, ils ne réalisent pas qu'ils sont dépendants de l'alcool ou de la drogue ou de toutes sortes de choses. Donc c'est une dépendance. Alors on va trouver une béquille, on va dépendre d'un produit ou du travail ou du sport ou de quelque chose comme ça, ou d'une autre personne, et ou d'une autre personne, mais pas uniquement d'un conjoint, Nathalie. On peut être émotivement dépendant d'un enfant, des parents, des amis, des collègues de travail, des autres êtres humains. Et on est relié aux autres êtres humains prioritairement par la peur du jugement.
C'est ça, la dépendance émotive. C'est être émotivement dépendant des autres. Alors évidemment, tout le monde va te dire on est tous des dépendants, c'est normal, l'être humain est un dépendant affectif. C'est faux. L'être humain est un animal de meute. Il est fait pour vivre en société, en famille, en couple, oui, mais pas à n'importe quel prix. On se souvient de certains ermites qui ont fait ce souhait de vivre coupés du monde. Sont-ils morts instantanément parce qu'ils ont décidé de se couper du monde? On ne meurt pas de la solitude. On meurt de la peur de la solitude. Et c'est là qu'on devient dépendant. Pourquoi? Parce qu'on reste un enfant. On reste un enfant qui, dans certaines situations, se retrouve dans un monde cruel d'adultes et il n'a plus le contrôle. Alors on alterne. Un coup on est adulte, un coup on est enfant. Et c'est pour ça que le révélateur, quand ça ne va pas, c'est la souffrance. Dès qu'on souffre, il faut se demander pourquoi. Donc il y a des gens qui souffrent, énormément de personnes qui souffrent sans comprendre pourquoi. Ça prend souvent ses racines dans l'enfance. Et ce sont les mauvaises programmations. De ta conception jusqu'à aujourd'hui, tu es programmé par les gens et les événements qui te sont arrivés. Et c'est ce qui te donne une mauvaise vision du monde et de toi-même quand tu as eu des parents qui ont été un peu humiliants ou très humiliants ou qui ont failli à leur tâche de parents, c'est-à-dire développer la confiance et l'estime. Alors effectivement, on n'est pas là pour juger les parents, ils ont donné ce qu'ils pouvaient, mais sais-tu que là, il y a une génération fracture, ce que j'appelle la génération fracture, c'est que nous sommes mis, moi j'ai 55 ans aujourd'hui, nous sommes mis à donner à nos enfants ce que nous n'avions pas reçu. Je pense que c'est dû aux médias et au fait que l'information circule, donc nos parents n'ont pas pu donner ce qu'ils n'avaient pas reçu, alors que nous, particulièrement moi, je me suis mise à donner à ma fille, qui a 23 ans aujourd'hui, je lui ai donné tout ce que ma mère ne m'avait pas donné. C'est-à-dire reconnaissance, affection et protection. Du coup, j'ai lancé ma fille dans la vie beaucoup plus haut que moi je n'étais partie, et je lui ai dit, avec beaucoup d'humour, qu'elle avait eu pendant les 7 premières années de sa vie, elle avait une maman complètement névrosée. Alors névrosée, c'est pas une grossièreté, c'est pas un gros mot, c'est pas une insulte. Une névrose, c'est un trouble du comportement. Et la dépendance affective est un trouble du comportement. Et c'est un cancer qui range le cœur et l'âme et qui va jusqu'à tuer. Donc, tu le sais en ayant lu mon livre « Le syndrome de Tarzan », j'ai failli tuer mes 2 conjoints. C'est pas une métaphore. Parce que tu es pris dans un piège dont aucun des deux n'arrive à sortir. Il y en a un qui parle russe, l'autre qui parle chinois. Alors, je les ai appelés, ce sont 2 protagonistes. L'un est Desperado. Il donne désespérément dans l'objectif d'acheter l'amour de l'autre qu'il n'obtiendra jamais. Et l'autre, c'est le trou noir affectif, comme les trous noirs dans l'espace, qui gobe tout et qui rend rien. Donc, on ne peut pas se comprendre. Et qu'est-ce qui se produit dans certains cas? Au lieu d'avoir l'intelligence de sortir de cette relation parce qu'elle n'est pas satisfaisante, eh bien, on s'acharne. Et ça fait la samba des névrosés, c'est « je te suis, tu me fuis, je te fuis, tu me suis ». La samba des névrosés, ouais. J'aime bien c'est ça, la samba des névrosés. Donc, plus tu donnes à l'autre pour l'acheter, plus il prend, mais moins il te donne. Il rend rien, le trou noir. Donc, on devient fou. Et j'ai sauté à la figure des deux, je le reconnais. La violence conjugale, c'est moi qui l'a provoquée. Et puis c'est pas une façon de communiquer. Mais non, malheureusement, ça s'est installé dans mes couples. Juste pour rebondir là-dessus, Pascal, finalement, ça veut dire que la dépendance affective, elle crée une véritable violence. Tu parlais d'un manque d'estime et d'amour pour soi. Ça, c'est une violence intérieure très, très forte. Parce que si tu en arrives un moment dans la sphère conjugale, ou même, comme tu dis, les dépendances, elles peuvent être avec nos parents, avec nos enfants, ça peut finir par devenir des rapports très violents. Donc ça exprime bien la violence aussi que les gens dépendants affectivement portent au fond d'eux. Définitivement. Et les deux peuvent être violents, autant celui qui donne, parce que quand il ne reçoit pas, il peut devenir très violent, que celui qui prend, parce que quand on lui donne plus, il peut devenir violent aussi. Et c'est là que je rebondis sur un sujet qui me fatigue un peu, c'est d'entendre parler des pervers narcissiques manipulateurs à tour de bras. Les vrais, ils sont à l'hôpital psychiatrique. Donc, il faut comprendre que les deux sont en situation de survie. Alors, le desperado qui donne désespérément, dans l'objectif d'obtenir désespérément ce qu'il n'obtiendra désespérément jamais, il est aussi pervers que celui qui prend parce qu'on lui donne et qui, au bout du compte, finit par taper sur la tête de l'autre parce qu'il lui donne plus assez vite. Si nous étions, mesdames et messieurs, au fond de l'eau et qu'il y avait une seule bouteille d'oxygène et que la personne qui va attraper la bouteille d'oxygène va survivre et les autres vont crever, ben on va être tous pervers narcissiques manipulateurs. Parce qu'en dépendance affective, on a besoin de l'oxygène de l'autre. Alors le desperado, il file son oxygène à l'autre pour qu'il l'aime, ben l'autre, il prend l'oxygène. Donc qui est pervers dans l'histoire ? Ce n'est pas des pervers narcissiques manipulateurs, ce sont des trous noirs affectifs qui, par instinct de survie, pour les mêmes carences affectives, ont développé une stratégie de prendre et l'autre a développé une stratégie de donner. Mais il y a plus amusant que ça, c'est-à-dire que quand 2 desperados se rencontrent, que se passe-t-il ?
eh bien, il y en a un qui devient trou noir affectif. Et quand 2 trous noirs affectifs se rencontrent, eh bien, il y en a un qui devient desperado. Et c'est mon cas. Toute la première partie de ma vie affective, je suis un trou noir affectif. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que les pervers narcissiques, je souris quand j'entends ça, j'étais pas perverse narcissique. C'est simplement que je ne me rendais pas compte du mal que je faisais. C'est-à-dire que tu avais des hommes qui te donnaient énormément par besoin d'être reconnu, mais un besoin, comme tu le dis, névrotique, un besoin d'amour névrotique. Et toi, finalement, cet amour, il glissait presque sur toi. J'avais aucun sentiment pour eux, je ne ressentais rien. C'était bon, ils voulaient du sexe, je leur donnais du sexe le lendemain matin, tu sais, comme normalement, on dit que c'est l'homme qui remonte son pantalon, qui s'en va, qui donne pas de numéro de téléphone. Mais c'est moi qui rampais sur la moquette, j'attrapais mon string et mon soutien-gorge avec les dents, puis je me dépêchais d'arriver à la porte de la chambre et je me sauvais. Et puis je donnais plus de nouvelles. Donc c'était mes mauvaises programmations qui m'avaient envoyé dans ce sens-là. Alors il n'y a pas de pervers narcissique, il y a que des gens en situation de survie. Et quand vous souffrez dans un couple, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Donc demandez-vous ce qui se passe. Et souvent, c'est parce que on est en dépendance. Quand on entend, il y en a toujours un qui domine dans un couple. Oui, dans un couple en déséquilibre affectif, oui, il y en a toujours un qui domine. Mais absolument pas dans un couple en équilibre. Les deux sont de force égale. Ils sont partenaires, pas adversaires. Et c'est pas qui aura raison. C'est une relation gagnant-gagnant dans un couple heureux. C'est pas une relation gagnant-perdant. Et c'est toujours le même qui perd. Donc, mesdames et messieurs, si vous perdez tout le temps dans vos couples, il faut vous poser une question. Et ça repose sur quoi ? Cette bonne, vieille, fausse croyance qu'il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. C'est archi faux. Archi faux. Ça, c'est vrai que c'est une croyance quand même vieille comme le monde, que l'on entend et réentend et contre laquelle moi aussi je me soulève, c'est-à-dire penser que le compromis fait partie de la vie. Le jour où vraiment déjà on soigne au fond de soi ce qu'il y a à soigner, à comprendre, à faire évoluer et qu'on se rend compte qu'on peut déjà être auprès de soi et être super heureux et épanoui auprès de soi-même. Et puis là, très naturellement, puisqu'on n'a plus vraiment besoin de rencontrer quelqu'un, on s'est rencontré, eh bien la vie est toujours bien faite, elle nous présente une personne qui peut véritablement nous rendre heureux ou heureuses. Et à ce moment-là, en effet, on se rend compte qu'il n'y a aucun compromis à avoir parce que cette personne-là, elle ne nous demandera pas de changer et nous, de toute façon, on a décidé qu'on s'aimait tel que l'on était. Alors, quelle est finalement pour tous les gens qui nous écoutent et qui se disent « Bah oui, mais moi, j'aimerais bien m'accepter tel que je suis ». Quelles sont les clés ? Tu nous as parlé, toi, de tes rencontres avec certaines approches, notamment la PNL. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs qui se disent « Voilà, c'est vrai que je me sens un peu dans cette dépendance affective, j'ai envie d'en sortir, je la vois, qu'est-ce que je peux en faire ?» Avant de savoir si on en est dedans, Gagner au jeu des échecs amoureux est un livre qui coach les gens vers eux-mêmes et ensuite vers la bonne personne. Donc, c'est de développer la confiance et l'estime, certes, et il y a des exercices très faciles à faire il y a des prises de conscience que l'on fait avec ce livre-là aussi. Donc, c'est vraiment de lire Gagner au jeu des échecs amoureux, de faire les exercices pour aller vers vous-même d'abord. Mais la première partie du livre, le chapitre 1, c'est « Mettez la dépendance affective en échec et mat ». Parce que c'est là qu'il faut commencer, c'est par là qu'il faut commencer. Il faut d'abord accepter qu'on a ce problème. Mais c'est pas... Tu sais, parfois, des gens préféreraient dire qu'ils ont le sida plutôt que dire qu'ils ont un problème de dépendance affective. Mais, mesdames et messieurs, 98% de la population est frappée de ce problème sur une échelle de 1 à plus de 10. Entre 1 et 4, on a un petit peu de dépendance, mais on est des gentils dépendants, puis on va tomber sur une personne du même niveau que soi, puis on va former un couple heureux. Je suis pas pour l'équilibre à tout prix, je suis pour le bonheur. 5 et plus, on monte dans les étages, et là, on tombe dans les violences. Donc, plus on monte dans les échelles, et dans le livre, tu peux mesurer à peu près à quelle échelle tu es, et ça te permet aussi de te réparer à travers la lecture du livre et les 10 étapes que je propose. Mais c'est facile, c'est facile. Je veux dire, il faut déjà concevoir que je m'aime, et que si je ne m'aime pas, c'est impossible de former un couple. Si vous ne considérez pas, mesdames et messieurs, que vous êtes la personne qui vous aime le plus au monde et que vous aimez le plus au monde pour commencer, ça ne peut pas marcher. Parce que vous ne vous aimez pas et vous demandez à quelqu'un de vous rendre ce service-là, mais vous tombez sur quelqu'un qui ne s'aime pas non plus. Donc, mesdames et messieurs, le bonheur, ça se partage, le malheur, non. Restez malheureux dans votre coin, réglez ça, et une fois que vous l'avez réglé, vous rentrez en couple. Ça fait 1 plus 1 égale 2. Mais 1 moins 1, ça fait 0. Et moins 1, ça fait moins 2. Donc 2 personnes malheureuses qui se rencontrent, elles sont 2 fois plus malheureuses. Donc le livre donne toutes ces clés, je dirais, déjà de prendre conscience de certaines choses. C'est ça, la première étape. Oui, c'est la première étape, d'accepter qu'on a ce problème. Bon, mais ça se règle. Moi, toute ma clientèle, je les coach par Skype. J'ai plusieurs formules sur mon site www.pascalpiquet.com. Il y a plusieurs formules. Donc, et ça va vite. En PNL, ça va très vite. Bien sûr. Et puis, si on décidait de ne pas appeler ça un problème, si on appelait ça, comme je le disais en début d'émission, voilà, ou une opportunité d'évolution, c'est vrai qu'on peut
naître. Moi, j'ai vécu la dépendance affective et c'est grâce à cette dépendance affective que sûrement, d'ici quelques temps, je sortirai un ouvrage sur le mariage intérieur et que je suis dans cette quête-là et qu'aujourd'hui, j'ai envie d'entretenir la flamme avec moi et avant tout que je décide que je suis la personne que j'aime le plus au monde. Mais tout ça, c'est le fruit d'un cheminement. Et je trouve que c'est intéressant, c'est que justement, on peut apporter ces clés ensuite au monde. Souvent, nos souffrances nous donnent notre message. Donc voilà, c'est très intéressant de voir des gens vivre des parcours difficiles et justement en faire ensuite une très belle transmission pour l'humanité. Donc voilà, ne voyez déjà peut-être pas ça comme un problème, voyez-le comme une opportunité d'évoluer. Et puis voilà, et faites face à ça et puis commencez à bousculer toutes ces idées reçues parce que c'est vrai que notamment en France, on vit dans un pays où dire que l'on s'aime, c'est presque faire preuve d'insolence ou c'est se prendre au sérieux, ce serait présomptueux. Alors que voilà, on est en train de comprendre que au contraire, c'est peut-être la base, c'est le début, c'est-à-dire que changez votre dynamique intérieure pour changer ce qui se passe ensuite avec les autres, notamment dans les sphères amoureuses. Et puis, mesdames et messieurs, faites l'autopsie de vos relations pour savoir de quoi elles sont mortes. Elles sont mortes de dépendance affective. Donc la rupture, c'est la remise en liberté de deux personnes qui n'ont plus rien à faire ensemble. Et la première personne que vous devez rencontrer après une rupture, c'est vous. Donc à partir de là, c'est ce travail intérieur qui permet... Mais tu sais, Nathalie, il ne faut pas croire qu'il faut être le Dalai Lama ou un moine tibétain ou je ne sais trop quoi pour atteindre le bonheur. Le bonheur, c'est simple. C'est quelque chose de très simple. Et c'est accessible à tous. D'ailleurs, je propose un séminaire 24 et 25 juin à Saint-Cyprien, côté de Perpignan. Justement, c'est une vie épanouie à la portée de tous. On n'a pas besoin d'être quelqu'un d'incroyable ou de supersonique pour être heureux. C'est quelque chose de très simple. Il faut juste en avoir les principes. Juste avoir la recette qui est très simple et suivre les consignes de sécurité pour être heureux. Moi-même, je ne fais pas de méditation, je ne mange pas des pousses de bambou, je ne vais pas dans les ashrams, j'ai une vie simple. Et quand j'accueille au Canada mes clients dans le coaching VIP, je les prends pendant une semaine en individuel au fin fond du Canada dans un petit village extraordinaire. Ils voient que j'ai une vie simple. Je leur fais la cuisine, ils viennent au village avec moi. Ils ont la vie de Pascal Piquet pendant une semaine. Ils adorent ça. J'ai une vie simple, Nathalie. Donc, mesdames et messieurs, arrêtez de penser qu'il faut chercher sa mission. Mais qu'est-ce que c'est votre mission ? Votre première mission, c'est d'être heureux. La deuxième, c'est d'en faire profiter les autres. Quel que soit votre métier. J'adore. Quel que soit votre métier. Donc, il faut arrêter de croire qu'il faut monter l'Annapurna les yeux bandés, découvrir l'antidote au sida ou devenir un sportif accompli ou une star de la télé. Stop! Soyez juste heureux, c'est tout ce qu'on vous demande et faites-en profiter les autres. Puis c'est dingue comme les gens qui s'aiment eux-mêmes, on a envie de les aimer. Enfin moi je te regarde et c'est vrai que moi je t'aime, je t'ai vu, je t'ai rencontré la semaine dernière pour la première fois. C'est cette dynamique intérieure que tu peux vivre, que tu peux rayonner. Oh, mon Dieu, ce que c'est inspirant et je suis sûre que les gens qui sont en train de nous écouter là en direct ou qui réécouteront le podcast, ils auront ce même effet, c'est-à-dire on a envie de te prendre dans les bras, on a envie en effet que tu nous fasses la cuisine là dans ta jolie maison. Dans ce petit village canadien, on a envie de ça et je pense que en effet comme tu le dis, on doit devenir des sources d'inspiration. Il y a tellement de gens autour de nous qui nous inspirent chaque jour. Devenons aussi des sources d'inspiration pour les autres. On peut revenir sur notre passé et voir à quel point il y a des personnes, parfois à travers une phrase, un mot, une émission radio, pourquoi pas, ont pu faire basculer notre vie et changer justement la vision qu'on avait de nous-mêmes. C'est pas vraiment les situations qui posent problème, c'est la manière dont on les regarde. Et je pense que là on peut regarder l'amour différemment, la relation amoureuse différemment et commencer à changer. Mais tu parles d'amour là. Je serais curieuse de faire un sondage. Qu'est-ce que l'amour ? Les gens courent après quelque chose mais ils ne savent pas ce que c'est. Ils courent, c'est comme un chien de chasse qui courrait après on ne sait quel gibier, on l'a pas formé. On a tous couru compulsivement après l'amour sans savoir ce que c'était. Mais l'amour, c'est décrit dans mon livre. Il faut savoir ce que c'est avant de prétendre y accéder. Donc j'ai une formule pour que mes clients s'en souviennent. L'amour repose sur le crack. Alors c'est pas la drogue. Et c'est pas crac-crac non plus. Ça repose sur un moyen mnémotechnique. Donc, le C, c'est confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en l'autre et réciproquement. Le R, c'est le respect. Je me respecte, je respecte l'autre et réciproquement. Donc, ça ne laisse pas place à la domination ni à la soumission. Le A, c'est l'admiration et pas l'adulation. L'admiration, c'est-à-dire j'admire mon conjoint pour ce qu'il est, il m'admire pour ce que je suis et je me vois belle dans ses yeux et il se voit beau dans les miens. C'est très important. Et le dernier, c'est la complicité qui repose sur le sexe et sur l'historique. Donc plus on connaît quelqu'un, plus on l'aime. Tu sais, moi je rigole quand on dit un couple ça dure pas plus de 7 ans. Moi je suis pliée de rire, c'est comme les machines à laver quoi. Là, tu sais, il y a une durée de vie là, puis pouf, au bout de 7 ans, bing, c'est archi obsolescence programmée. C'est ça, c'est comme le permis à points, tu sais, là tu perds des points au fur et à mesure que la vie se déroule et un beau jour ton conjoint n'a plus de points puis tu laisses ce chauffard te rouler dessus, tu sais. Mais bien sûr que non, ça c'est de la névrose. C'est-à-dire que quand on s'aime, les points se multiplient. Plus
plus je connais mon conjoint que je connais depuis 3 ans, plus je l'aime. Plus j'ai d'historique avec lui, plus je l'aime. Et le sexe est important aussi. Parce primordial. Il faut se rejoindre à 3 niveaux. La tête, le cœur et les tripes. La tête, c'est les croyances et les valeurs, la même vision du couple. Le cœur, c'est les sentiments et les tripes, c'est le sexe. Donc s'il manque un de ces 3 éléments, vous ne formez pas un couple équilibré. Donc il y en a, c'est juste les tripes, juste le sexe, ils pensent que ça va marcher. Ils s'étripent quand ils sont perpendiculaires au sol, mais parallèles au plafond, youpla boum, ça marche. Hein, mais ça marche pas non plus, parce que le cœur n'y est pas et puis la tête n'y est pas. Donc c'est faux que les extrêmes s'attirent. Ça, c'est encore une autre fausse croyance qui me fait bien doucement rigoler. Parce que quand tu attires quelqu'un qui est ton extrême, comment est-ce qu'on pourrait s'entendre ? Quelqu'un qui aime la montagne à quelqu'un qui aime la plage. Quelqu'un qui est extraverti à quelqu'un d'introverti. Quelqu'un qui est... Tu sais, les princesses épousent pas les bergers et les bergères épousent pas les princes. C'est faux. C'est pas vrai que l'amour passe par-dessus tout. Parce qu'il y a des mésalliances. Et quand on est avec une personne qui est moins éduquée ou plus éduquée, ou qui a un parcours différent, un intellectuel avec un sportif, ça peut pas marcher. Donc les contraires s'attirent, selon toi, c'est... Tu sais pourquoi les contraires s'attirent ? C'est une réelle s'attirent ? idée reçue ? Je vais te dire, oui. Je vais te dire pourquoi les contraires s'attirent. C'est l'enfant intérieur qui fait le casting. C'est votre névrose qui attire votre contraire. Parce que les gens équilibrés attirent des personnes qui sont comme elles, avec des habiletés différentes. Bien sûr. Dire comme elle, on s'entend, il y a quand Équilibré. même quelques différences, oui, évidemment. Mais avec les mêmes croyances, les mêmes valeurs, la même vision du couple, la même éducation. Une spiritualité commune. Exact, c'est très important. Mon conjoint, certainement comme le tien, il est comme moi. C'est un entrepreneur comme moi, il est littéraire comme moi, il a le même humour que moi, il est sportif comme moi. Je le trouve beau, donc vous en déduirez ce que vous voulez. Comme moi. Donc c'est ça. Et lui, il a des habiletés différentes. Il est gestionnaire, il est plus dans le domaine de la gestion et de tout ce qui est plan financier. Puis moi, je suis plus communication. Mais on s'aime. Et puis on est identiques. C'est ça qui est chouette parce qu'on se comprend. Quand on n'est pas pareil dans notre fonctionnement, comment on peut se comprendre ? C'est impossible. Et on retombe dans le fait qu'il y en a un qui parle russe, l'autre chinois. On n'est pas programmé pour s'entendre. Et du coup, on va finir par s'étriper. Et c'est dommage. J'ai failli finir en prison. Puis quand je dis que j'ai failli les tuer, c'est pas une blague. J'ai failli finir en prison. J'ai fait un épisode psychotique où je me suis vue tuer mon mari. Moi, je l'ai tué dans ma tête. Ils m'ont poussé tellement à bout. Je dis il, parce que c'était son ex qui m'a harcelé pendant 9 années. Sa maîtresse, au bout de 6 mois de mariage, est enceinte de 6 mois. Et puis lui, qui voulait pas quitter la maison. Donc j'étais la cible d'un tir croisé de 3 personnes qui s'acharnaient sur moi et j'ai disjoncté. Mais finalement, comme ce que tu nous dis depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément victime, que tout ça, ça a une raison d'être, puisque ça vient mettre en lumière des choses que l'on doit surmonter. On n'est pas victime. Bon, on va dire que ces épisodes, en tout cas, marquent encore davantage ton discours et, à mon avis, le rendent impactant pour les gens qui le reçoivent et qui l'écoutent par la suite. Oui. Parce qu'en effet, tu as été au bout du bout de ce qu'on peut... Au bout de l'horreur, ah oui, voilà. vraiment, et vraiment. ça, quelque part, c'est intéressant, permets-moi de le dire comme ça. C'est vrai. C'est intéressant pour les gens qui... J'ai failli tuer. Et puis, avec ce désir de le faire, et quand je me suis vue le faire, je répète, c'est un épisode psychotique, mon cerveau m'a envoyé les images, je l'ai fait. Et à chaque coup de couteau, Nathalie, à chaque coup de couteau que je plantais dans le corps de mon mari, ça me faisait un bien fou. Je me disais, je fais un 3 en 1, je me débarrasse de lui, je me débarrasse des 2 autres, et mon bébé avait 2 mois à l'époque. Et là, je me disais, je vais élever mon bébé en toute sérénité. Ce qui m'a le plus marqué, parce que je suis d'origine protestante, puis maintenant je suis Pascal Pikettyste à tendance bouddhiste, je me suis fait ma propre religion, mais ce qui m'a beaucoup marqué à l'époque, c'est que ça me faisait plaisir. À chaque coup de couteau, les taux qui écrasaient ma poitrine, je faisais de l'anxiété bien sûr, les taux qui écrasaient ma poitrine se desserraient à chaque moment où je lui donnais un coup de couteau. Vous vous rendez compte, mesdames et messieurs, jusqu'où je suis allée ? Donc je me suis fait peur. C'est lui qui m'a sorti de ma transe en me disant « vas-y, fais-le », parce que je l'avais plaqué sur la gazinière, il a vu mon regard croiser le couteau, et il m'a dit « vas-y, fais-le », il était aussi perdu que moi. Donc je me suis rendue jusque-là, et la 2e fois, ça recommence. Je veux le tuer le 2e. Alors il y a une petite anecdote, c'est que j'avais épousé un homme de 10 ans de plus que moi, un modèle 1952, et puis j'avais pris ensuite, le suivant, c'était un modèle 1975, 15 ans de moins que moi, et je pensais qu'il y avait toutes les options, mais il était pire que l'autre. Et celui-là, je sais que je vais essayer de le tuer. Donc je me dépêche de courir en shiatsu pour me délivrer de la colère et de la tristesse, la manupuncture. Je fais 4 séances, je dis... dépêchez-vous, je vais le tuer. Lui, je sais, il va payer pour tout le monde. On arrive dans un état d'injustice et d'impuissance épouvantable que tu es tellement enragé. Et moi, je savais que lui, il allait catalyser tout le reste. Ma mère, tous les hommes, la faim dans le monde, les enfants tués, les femmes violées, les hommes torturés, les oiseaux qui se percutent contre les pare-brises des voitures. Tout ne devenait que d'injustice.
Mais oui, il allait payer pour tout le monde. Et ça, j'en avais une conscience très nette. Donc, je me suis dépêchée de régler la colère le plus vite possible parce que je savais que j'allais le tuer. Et il avait le don de venir me provoquer chez moi, même si j'avais réussi à le mettre dehors. Et effectivement, la dernière fois qu'il est rentré dans ma maison, on s'est battu. On s'est battu et il m'a frappé. Et au lieu de disjoncter, ce que je craignais par-dessus tout, je suis restée très calme. Et j'ai appelé la police. Alors, ils m'ont dit « Madame, êtes-vous en danger ?» J'ai répondu « Non. » Pas moi, lui. Ils sont arrivés puis l'ont sorti de la maison. Donc ne vous rendez pas jusque-là, mesdames et messieurs. Si vous souffrez, demandez-vous pourquoi. Il faut commencer par là. La souffrance, c'est toujours un symptôme de quelque chose qui est en train de se déglinguer. Alors faites attention à ce que c'est. Mais parfois, il y a de la souffrance depuis le début. Depuis le début, mais il va changer, elle va changer, ça ira mieux plus tard. On se rend plus vraiment compte que c'est de la souffrance. Non. Et puis c'est vrai que dans l'amour, Pascal, je pense que tu me rejoindras. On se contente pendant longtemps en imaginant que finalement, comme on nous a rabâché que c'était comme ça, sacrifice, compromis, concession. Exactement, qu'on était dans le compromis, que si on s'entendait bien sexuellement, comme tu disais tout à l'heure, spirituellement, c'était possible de pas vraiment se rejoindre, pas d'avoir d'aspiration commune, ou l'inverse, ou voilà. Mais c'est comme si de faire le deuil de certaines choses dans la relation et de se dire j'ai pas ça mais en même temps j'ai ça, on se contente pendant pas mal de temps en imaginant que c'est ça et qu'on pourra pas tout avoir. Moi j'ai beaucoup cette phrase croyance, aussi. On ne peut pas tout avoir, c'est ça. Et puis des personnes qui sont en couple mais qui sont pas vraiment elles ne sont pas vraiment satisfaites, mais mesdames et messieurs, faites ce qui est bon pour vous, c'est important. Il n'y a personne qui a le droit de vous juger. Si vous n'êtes pas totalement satisfait dans votre relation, mais que ça vous convient, vous êtes seul maître à bord. Moi, je ne suis pas, encore une fois, pour l'équilibre à tout prix et le bonheur à 100% à tout prix. Il y a beaucoup de gens qui vont trouver du confort dans l'inconfort. Parfait. Souvent, il y a des couples, j'appelle ça les couples pantoufles. Il n'y a plus de sexe. Il n'y a plus de sexe, mais les deux ont fini par s'éteindre. Il y en a un qui a éteint l'autre, et ils se sont éteints, et puis voilà, ils s'entendent bien. Et ils s'accordent là-dessus. Ils sont colocs, mais s'ils sont heureux comme ça, le problème c'est quand quelqu'un passe en troisième larron, passe par là avec la libido collée au plafond, c'est ce que ça donne. Ça va réveiller la libido d'un des deux, et puis là, ça va créer un petit peu l'onde de choc. Mais du moment que des gens vont trouver du confort dans l'inconfort et qu'ils sont bien comme ça, rester comme ça, moi là, c'est quand la souffrance s'installe. Parce que la souffrance, je vais vous le dire, elle va augmenter. Parce que c'est un message du subconscient, l'anxiété. L'anxiété, c'est un système d'alarme. Et votre subconscient est en train de vous dire « t'es pas à la bonne place ». Et comme vous n'entendez pas, l'anxiété va monter. Monter, jusqu'à finir en dépression, en burn-out, jusqu'à ce que vous compreniez. Donc, soyez prudents. Quand l'anxiété s'installe, d'abord, ça commence par un inconfort, puis après de l'anxiété, puis après de l'anxiété généralisée, puis après on plonge. Dépression, burn-out, eh bien, il y a quelque chose à régler. Et tant que vous ne le réglez pas, et c'est pas la médication qui va le régler, le problème. La médication va vous permettre d'être fonctionnel le temps de le régler si vous êtes arrivé dans le fond. Mais tant que vous ne le réglez pas, ça va continuer d'augmenter, vraiment. Et c'est ce qui m'est arrivé. Et si je ne m'étais pas retrouvée à genoux par terre, je me serais relevée, puis je serais encore allée me faire écorcher par un pire que le dernier, parce qu'on va de pire en pire. Et pourquoi on va de pire en pire dans les relations ? Parce qu'à chaque relation, la confiance s'émousse. Et plus on va d'échec en échec, moins on a confiance en soi, et plus on attire des grands prédateurs. Ça, c'est la suite logique. Donc, si vous souffrez, commencez à vous poser des questions. Alors, ma très chère Pascal, il nous reste 2 minutes avant la fin de l'émission. Alors, j'aimerais bien qu'on termine peut-être sur une touche positive. Alors, je le rappelle, on peut te retrouver via ton site internet, c'est www.pascalpiquet.com. Tu nous l'as dit, les 24 et 25 juin prochains, tu proposeras un stage à Saint-Cyprien. À côté de Perpignan. Alors, ce sera l'occasion pour nous peut-être de te revoir sur Radio Médecine Douce. Ce sera un bonheur de te retrouver. Avec plaisir. Donc, 2 ouvrages à découvrir. Enfin, il y en a 3, je l'ai bien entendu, mais le 3e, je ne l'ai pas noté. C'est le syndrome de Tarzan, évidemment. Celui-là est devenu un best-seller qui parle de ton parcours, de cette dépendance affective et gagner au jeu des échecs amoureux. Celui-là, il est édité chez Michel Lafon, il me semble. Non, Béliveau. Chez Béliveau. Oui, c'est Béliveau Éditeur. Il a été édité en 2011, mais la nouvelle version est chez Béliveau Éditeur. Et puis j'ai une page Facebook professionnelle, Pascal Piquet, où j'écris ma phrase du jour du lundi au vendredi pour mes clients en priorité, mais il y a beaucoup de gens qui me suivent aussi. C'est un coaching gratuit, fondamentalement, parce que je parle beaucoup aux personnes qui m'écoutent, qui me suivent, qui me lisent. C'est toujours un plaisir pour moi. En tout cas, on va donner de l'espoir aux gens. On peut tout à fait vivre en sort très vite, un amour heureux oui. Et avant tout en soi. Donc choisissez-vous. N'imaginez pas que quelqu'un puisse vous choisir si vous ne vous choisissez pas. Je ne sais pas si tu veux conclure. Il nous reste quelques secondes. Voilà, peut-être dire quelque chose aux gens qui ont écouté cette émission. Le malheur, on ne le mérite pas. Il vous tombe dessus par mauvaise programmation. En revanche,
le bonheur est un chemin qui se choisit. Et si vous en avez besoin, laissez-moi vous accompagner. Merci Pascal Merci. pour ce très joli moment. On vous souhaite une merveilleuse journée pleine d'amour pour vous-même, pour les autres, pleine d'inspiration, pleine de lumière, pourquoi pas pleine de sexualité, d'érotisme. Allons-y. Voilà, on vous embrasse, chers auditeurs, à bientôt. Au revoir.